Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors, je ne vais pas revenir sur un certain nombre de sujets dont j'ai déjà abordé dans les précédentes vidéos, mais qui ont évidemment une évolution dans l'actualité à l'heure actuelle, surtout aux États-Unis, puisqu'on va approcher de la date fatidique où l'élection présidentielle va déterminer si oui ou non Donald Trump sera réélu ou si au contraire c'est Joe Biden. Je vous ai déjà expliqué dans quelle situation on était, et la situation de toute façon ne change pas, puisque d'un côté, si certains médias essaient de nous convaincre que Joe Biden est en avance dans les sondages, sur le terrain, c'est une autre paire de manches, puisque pour l'instant, comme je l'ai expliqué, il est quasiment impossible aujourd'hui de voir véritablement qu'est-ce qui ressort le plus en matière d'opinion, puisque la vendetta, l'omerta qui a été lancée par les Américains ultra-gauche, avec les mouvements BLM et tous ceux qui soutiennent de façon très fanatisée ces mouvements BLM, sans avoir toujours pas compris que finalement BLM était mué par des mouvements et des idéologies marxistes, donc communistes. Enfin voilà, on est dans un paroxysme absolu. Les manifestations continuent dans un certain nombre de villes. Le petit conflit entre Donald Trump et certains maires et certains gouverneurs continue, puisque Donald Trump, en tant que président, normalement, il doit pouvoir garantir la sécurité et le maintien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas, puisque certains gouverneurs et certains maires sont en train d'utiliser les BLM et les mouvements anarchistes à leur profit contre Donald Trump, sauf que actuellement ça devient totalement contre-productif. On a même eu récemment une Afro-américaine qui était dans son véhicule et qui s'est fait bloquer par une manifestation, alors je ne sais plus où c'était exactement, sauf que cette Afro-américaine était en train d'expliquer à ces jeunes que de toute façon, s'ils étaient dans la rue, c'est que pour péter, tout incendier, etc., et qu'elle veut rentrer chez elle, que pour elle, de toute façon, ces jeunes ne représentent rien, ils ne représentent surtout pas la communauté afro-américaine. Et c'est ça qui était le paroxysme, parce que elle était afro-américaine, il y avait un afro-américain qui était à ses côtés, qui faisait partie certainement de la manifestation, etc., mais c'était le seul afro-américain qui était là. Tous les autres qui étaient en train de lui barrer la route, qui étaient en train de lui faire des discours à 2 balles, étaient en train de c'était que des blancs. C'est-à-dire et puis en plus de ça, très jeunes, en plus, hein, c'est des jeunes. Hein, et ça commence à monter dans le ton, etc. Et apparemment, il y en a un qui a commencé à lui balancer, mais l'air de dire de toute façon t'es qu'une nègre de service, puisque t'es pas avec nous, donc t'es contre nous, donc tu es une nègre de service, une bitch negro, comme elle dit en américain. Et là elle commence un peu à monter le ton. Bon, il y en a certains qui ont commencé à se rendre compte que là, on était dans une situation complètement ubuesque, complètement irréelle dans l'instant, et que ça, avec surtout les vidéos qui étaient en train d'être tournées, etc. S'il y en avait une qui atterrissait sur YouTube, là, il y avait un truc qui collait pas. C'est ce qui est arrivé, c'est débarqué sur YouTube. Sur YouTube, figurez-vous qu'il y en a certains qui ont trouvé le moyen dans les commentaires, que ce soit les réseaux sociaux d'ailleurs, Twitter et YouTube, il y en a qui ont trouvé quand même le moyen de dire oui, mais non, mais c'est pas des BLM, c'est les patriotes Patriot Wings, enfin, c'est une mouvance d'extrême droite, donc pour justifier que c'est... Sauf que le problème, c'est qu'on voit bien dans la vidéo, déjà, il n'y en a aucun qui porte un drapeau américain, alors qu'en général, les conservateurs, ultra-conservateurs, ceux vraiment d'extrême droite, enfin ceux qu'on estampille d'extrême droite, en général, ils ont toujours un drapeau américain sur eux, ou ils ont toujours un signe distinctif, patriotique, vis-à-vis des États-Unis. Là, aucun d'eux le possédait. Et en plus de ça, on le voit bien dans la vidéo, il y en a un, il a un t-shirt No Peace, c'est je ne sais plus le slogan, c'est no Justice, No Peace, voilà, avec le fameux point là, vous savez, Justice, ça c'est les BLM, c'est un t-shirt qui est produit par les BLM. Vous voyez jusqu'à quel point aujourd'hui ils en sont à vouloir essayer de minimiser des événements qui les ridiculisent finalement complètement. Enfin voilà, c'est des tas d'événements, plus des événements tragiques où là les gens commencent à s'entretuer et c'est ce qui risque d'arriver malheureusement. Je ne démords pas de dire que si Donald Trump est réélu, il y a de fortes chances que les démocrates, et d'ailleurs même Joe Biden ne s'est pas caché de le dire, que s'il n'était pas élu, eh bien les casseurs, l'anarchie et le chaos se développeraient
dans les États-Unis, dans toutes les grandes villes des États-Unis. C'est vachement rassurant quand même pour un mec qui se prétend vouloir être président. C'est de la menace, hein, tout simplement. C'est de dire, vous voyez, Américains, si vous votez pas pour moi, vos villes, ça va être l'anarchie, ça va être le chaos, ça va être la guerre civile. Quand vous avez un mec qui prétend vouloir président des États-Unis, qui dit ça, vous voyez jusqu'à quel point on en est aujourd'hui du fanatisme. Alors, je reviendrai sur ces choses-là parce qu'il il entend tous les jours hein, à l'appel de certains, des affirmations complètement ubuesques, des affirmations à l'emporte-pièce qui prennent vraiment les Américains pour des cons. Et puis en face, vous avez un Donald Trump. Bon, c'est Donald Trump, malheureusement, on fait avec ce qu'on a, mais qui, lui, de toute façon, va sortir les dossiers les uns après les autres. Donc, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de choses, beaucoup d'huile qui va couler sous les ponts, beaucoup d'huile sur le feu et de l'eau qui va couler sous les ponts. Si je commence à mélanger c'est la sous-culture qui me contamine de temps en temps. Non, dans cette petite vidéo, je vais vous prendre 2-3 petits tweets, tout simplement, des tweets pris comme ça, à la volée, puis je vais vous les commenter, je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à tout ça. Donc, alors, oui, on a appris aujourd'hui Karine Lacombe, fameuse Karine Lacombe, hein, qui est une des premières accusées, le professeur Raoult, de faire n'importe quoi et qui finalement a eu des liens quand même d'intérêt avec Guilide. Eh bien, on apprend que Karine Lacombe, professeure et service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, est infectée par le coronavirus, possiblement via sa fille qui a fait sa rentrée des classes. Quel dommage, c'est con, hein. Bon, ceci dit, comme je le dis dans ma précédente vidéo, vous pouvez être contaminé, vous pouvez attraper le virus, mais c'est pas pour autant que vous allez mourir. Hein. C'est comme une grippe. Hein. Si vous avez aujourd'hui des chiffres qui affichent des gens atteints du Covid, c'est parce qu'ils ont été testés. Mais je suis sûr, et c'est pour ça d'ailleurs, il y a apparemment, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'est en Grande-Bretagne, où actuellement ils font des tests de la population, et tout le monde veut se faire tester. Ben oui, mais tout le monde va se faire tester, mais si tout le monde a été contaminé finalement, et ben forcément vos taux de contamination, vos taux positifs vont carrément augmenter. C'est pour ça quand vous avez Véran qui dit que on va avoir un pic, etc. Mais oui, évidemment qu'on va avoir un pic. C'est sûr que si vous détectez une souche nouvelle du virus, la souche nouvelle du virus, même si vous réussissez à faire le vaccin dans la semaine qui suit, de toute façon, ça ne va pas empêcher que les gens vont choper le virus. Après, tout dépend s'ils vont tomber malades ou s'ils vont tomber gravement malades, suivant les pathologies, etc. Donc voilà, mais en effet, quand vous avez des gens qui disent qu'on est en train d'instrumentaliser le Covid pour instaurer un climat de peur, c'est pas faux. En effet, ils sont en train de mettre en place ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, Pascal Praud est trop depuis son retour de vacances. C'est vrai que Pascal Praud, depuis la rentrée, il est un petit peu plus... je ne sais pas si vous connaissez son émission, hein, c'est l'émission des pros, je crois, justement. Mais c'est vrai que là, il est un petit peu moins consensuel, un peu moins complaisant vis-à-vis de certains sujets, et il met sur la table des questions de fond, quand même, au lieu de se contenter de faire un peu de forme, même si avant il en faisait un peu, mais avec, quand même, il prenait des pincettes, etc. Mais là, il commence à remuer un petit peu dans les brancards, je pense parce que, tout simplement, en tant que journaliste, il se rend compte que à un moment donné, il va falloir finir de faire de la complaisance, de vouloir jouer la carte de la manipulation, de la fausse information, etc. Parce que tôt ou tard, il va y avoir un effet boomerang, hein, de toute façon, c'est clair. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les essais du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 sont suspendus après une réaction indésirable grave sur un patient au Royaume-Uni. Quel dommage, encore une fois de plus. Mais là encore, voilà, c'est une information qu'on balance, un cas. Un cas, mais oui, mais forcément un cas. Quand vous faites des tests de virus, il y a toujours des cas où malheureusement, c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de faire des essais cliniques, de faire des tests à l'aveugle, etc. Parce que justement, ça permet de viabiliser le potentiel d'un traitement, même si encore une fois, il va y avoir en effet des gens sur qui il va y avoir des complications, et c'est ce qui permet justement de développer
les conditions d'utilisation et ce qu'on appelle les antécédents, enfin antécédents oui du traitement, mais les recommandations de ne pas utiliser ce traitement si vous avez un certain nombre de pathologies ou s'il y a un certain nombre de problèmes de santé. Donc ça me paraît évident, mais là encore une fois, voilà, on est sur peut-être que cet argument est peut-être pour excuser le fait que peut-être les essais sont pas très concluants, donc on cherche un petit peu l'argument en disant tout compte fait on va arrêter parce que on se rend compte qu'il y a peut-être un gros souci avec ce problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lecture intéressante, l'objectif zéro Covid est absurde. Oui, tout à fait, c'est zéro Covid, c'est absurde, c'est comme dire zéro grippe. C'est pareil, non, il n'y aura jamais zéro grippe, il y aura toujours des virus, voire même des virus qui évoluent, qui mutent, ce qui, d'ailleurs, je rappelle, quand on vous fait la promo des vaccins antigrippaux à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, les vaccins antigrippaux, très très souvent, c'est en fait des cocktails. C'est des cocktails des virus les plus virulents des années précédentes, en croisant les doigts que la souche nouvelle sera en effet plus ou moins atteinte ou sera tuée, on va dire, par le virus, par le vaccin, pardon. Mais en règle générale, c'est pour ça qu'il y a des gens qui chopent finalement la grippe, mais qui ont chopé la grippe par rapport au vaccin, ou qui finalement vont choper la grippe parce que finalement le vaccin ne sert à rien. Parce que tout simplement, la meilleure solution de lutter contre un virus, c'est sa propre immunité. C'est d'avoir une vie saine, etc. Voilà, on ne va pas s'étaler sur le sujet, on ne va pas faire débat pendant 107 ans. Oui, on a cette fameuse cet auteur qui s'est exprimé sur la radio, c'est France Inter, je crois, qui nous explique que c'est touchant et sensible, transparent, elle parle comme un roman, les bas de plafond vont encore être égarés en route. C'est-à-dire que c'est une maghrébine, en fait, une femme d'origine nord-africaine qui se proclame musulmane, mais pas forcément pratiquante, mais qui est gay, qui est lesbienne. Et donc elle explique que oui, en effet, je suis dans le péché, mais c'est mon choix d'être dans le péché. Ça ne m'empêche pas pour autant, si je suis dans le péché, d'avoir foi en Dieu et éventuellement de pouvoir pratiquer la religion musulmane en mon âme et conscience. C'est-à-dire que là, voilà, c'est l'individu dans sa foi, dans sa croyance, finalement, de pratiquer la religion, même si, en tant que tel, il est en contradiction avec sa propre religion parce que adopte des comportements, des attitudes, a des choix qui sont contradictoires avec les dogmes de la religion. Mais voilà, après, je veux dire, on n'a pas besoin de condamner des gens qui ont envie de pratiquer une religion, mais à leur façon. Je veux dire, dans ce cas-là, c'est sa foi, sa pratique religieuse individuelle qui entre en ligne de compte. Et en effet, malheureusement, pour tous les radicaux, les conservateurs, et cela dans toutes les religions, c'est pareil pour la religion catholique, les protestants, chez les juifs, c'est pareil. Si vous n'êtes pas dans les dogmes, si vous ne respectez pas les règles, les interdits, etc., vous êtes impie, vous êtes dans le péché, vous êtes un impur, vous blasphémez, etc. Mais voilà, on en revient finalement au même sujet, au même problème avec la liberté d'expression en France, avec certains principes de laïcité, de liberté, qui sont octroyés aux citoyens français, mais que malheureusement, des conservateurs religieux, et plus particulièrement aujourd'hui vis-à-vis de l'islam, réfutent pour beaucoup de radicaux, imams radicaux salafistes, la religion musulmane, l'islam, le Coran, s'applique avant les lois de la République. Donc forcément, à partir de là, tout est dit qu'il y a forcément contradiction et problème par rapport déjà à la citoyenneté même de l'individu vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la France, vis-à-vis même de son propre statut en tant que citoyen, s'il met en priorité ses pratiques religieuses. Alors vous allez me dire, oui, mais les catholiques font pareil, les juifs font pareil, etc. Mais oui, mais sauf que ça reste dans le domaine privé. C'est-à-dire que les catholiques ou les juifs n'imposent rien dans la société civile.
Encore une fois, vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas vrai, puisque regardez, la fête de l'Anouchka, il y a des privations, des privatisations d'espaces publics pour permettre à cette communauté de fêter l'Anouchka, etc. Oui, en effet, mais là, dans ce cas-là, c'est à nous, en tant que citoyens, de poser la question à nos représentants et de les mettre devant cette contradiction, d'accepter que des gens issus de communautés religieuses ou de communautés même tout court aient accès à cette liberté de pouvoir manifester, de pouvoir montrer, de faire de la démonstration ou de fêter quelque chose dans l'espace public, parce que derrière, en effet, il y a une petite part de prosélytisme, mais là, dans ce cas-là, en effet, c'est notre rôle en tant que citoyen de dénoncer auprès de nos élus. Et je peux vous garantir que si vous envoyez des courriers, si vous envoyez massivement des messages à vos élus pour leur dire non, on n'est pas d'accord avec ça, non, on n'est pas d'accord avec ce principe, non, la laïcité, elle s'applique à tout le monde ou à personne, si vous laissez faire ça, donc ça veut dire que vous ouvrez la porte, vous ouvrez une boîte de Pandore, je dirais, par rapport à la République, c'est-à-dire que vous ne respectez pas ces principes, et dans ce cas-là, ne vous étonnez pas que demain on finisse en guerre civile, parce qu'on aura tellement laissé la porte ouverte à du communautarisme, et justement à ce communautarisme, certains communautarismes, à mettre des contradictions dans notre propre société, et voilà, il y a un moment donné où ça ne peut avoir que des conséquences néfastes. Donc ça là-dessus, c'est évident des réflexions à avoir, et des questions qui nécessitent des réponses de la part de nos élus par rapport à ce genre d'activité et ce genre d'événements. Sous couvert évidemment du fait que, attention, en ce qui concerne les catholiques, étant donné que le catholicisme fait partie intégrante de l'histoire de France, il est évident qu'on ne va pas tirer un trait, je dirais, sur les héritages de ce que la culture et l'histoire française ont d'intrinsèque avec la religion catholique. Même si, encore une fois, on est un pays laïque, et je peux vous garantir que la France est un pays laïque, bien plus laïque qu'un certain nombre de pays voisins. Mais, encore une fois, on sent bien qu'il y a une volonté de vouloir casser ce modèle de laïcité, tout en ayant du respect, et des valeurs de principe, à la fois d'un côté pour notre histoire et l'intégration de traditions et d'événements et d'héritages judéo-chrétiens dans notre histoire et dans notre société, tout en faisant comprendre aux autres religions, aux autres cultures que c'est la France, elle est comme ça, et qu'elle ne va pas changer du jour au lendemain juste pour faire plaisir à des communautés, parce que les communautés, elles disent oui, mais si vous avez ça, nous on veut ça aussi. Non, il y a un moment donné, il faut trancher, il faut être cohérent dans une société. Sous couvert de Covid, ils sont en train de faire avancer l'agenda climatique de manière sauvage, détruire les compagnies aériennes, réduire la mobilité, détruire des millions d'emplois, tout ce qu'ils ont promis à Greta. Oui, alors ça, c'est Aldosterone. Si vous ne connaissez pas Aldosterone, je vous le mets là. Je vous mettrai son lien de sa page. Vous regardez ses vidéos. J'en ai déjà parlé. C'est un Algérien qui vit aujourd'hui en Grande-Bretagne et qui fait souvent des vidéos avec des réflexions qui ne sont pas négligeables. On peut très bien ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a quand même une ouverture d'esprit sur un certain nombre de sujets, et surtout lui qui est musulman, donc il sait de quoi il parle en ce qui concerne les problèmes de société dans lesquels nous sommes aujourd'hui, que ce soit en Grande-Bretagne comme en France. Elle parle assez souvent d'ailleurs, plus souvent de ce qui se passe en France que de ce qui se passe en Angleterre. Et donc là oui, en effet, on a des compagnies aériennes aujourd'hui qui sont en train de crier famine. Là, on a appris encore, alors là, ça n'a rien à voir avec le Covid, mais c'est les problèmes intrinsèques à Boeing avec son fameux Boeing 737 MAX, qui est de nouveau fait parler de lui parce qu'il y a certains composants de fuselage qui apparemment ne sont pas conformes. Enfin bon, voilà, c'est toute une saga, encore une fois de plus. Et oui, en effet, il y a des fois, on a l'impression que le Covid ou les questions sanitaires sont en train de servir
servir de justificatif pour prendre des principes ou des règles liberticides sur lesquelles il va y avoir des conséquences économiques désastreuses. Sur les conséquences économiques, je voudrais peut-être en parler sur ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on a certains bilans qui commencent à arriver, mais je pense que ça nécessitera une vidéo à part entière pour ça. Je peux vous dire que là, les bilans, ça commence à tomber, ça fait très très mal. Pour vous donner juste un petit avant-goût, vous avez peut-être déjà vu à Times Square à New York, hein, c'est là où vous avez tous les grands panneaux publicitaires, etc. Et vous avez un hôtel qui est assez connu, hein, qui est un grand hôtel, qui est l'hôtel Hilton de Times Square. Eh bien, l'hôtel, malheureusement, n'a pas fait ses chiffres d'affaires et a décidé de fermer, tout simplement, le 1er octobre. Donc, c'est à peu près 200 personnes qui vont se retrouver au chômage. Donc, c'est quand même un hôtel en plein centre-ville touristique de New York qui va fermer. Et pour vous donner un chiffre, ils ont déjà fait un bilan aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, c'est 3 milliards de dollars par semaine qui ont été perdus à cause du Covid, tant à la fois sur le tourisme interne, c'est-à-dire le tourisme américain, que le tourisme international. C'est-à-dire tous les touristes qui viennent aux États-Unis, eh bien aujourd'hui on a déjà un bilan qu'on a perdu 3 milliards par semaine de dollars à cause du Covid. Ce qui est énorme, ce qui est considérable, et encore les bilans ne sont pas encore complètement clos pour ce qui concerne la fin de la période estivale. Donc on a certainement des chances à un moment donné d'avoir encore des chiffres assez catastrophiques, par exemple à Las Vegas. Pour l'instant on n'a pas encore les chiffres concernant Las Vegas, mais Las Vegas, parce que c'est quand même une ville qui tire énormément de son économie du tourisme. Donc Las Vegas, à mon avis, ça va être un tsunami. L'insécurité en France est massivement le fait de l'immigration afro-orientale, c'est factuel. Oui et non, c'est-à-dire que, en effet, on a fâcheuse tendance aujourd'hui à mettre ça sur le dos, peut-être de quelque chose de culturel qui est intrinsèque aux gens, peut-être de la tradition, ou dans l'usage des comportements, de l'éducation issue des peuples ou des personnes nord-africaines et Afrique saharienne, on dit saharienne maintenant apparemment, enfin bref. Mais je pense sincèrement que oui, il y a peut-être une part de cause, on va dire, dans ces cultures, mais là, il faut remonter vraiment très très loin, ou peut-être en effet sur l'immigration récente, un problème d'adaptabilité par rapport aux façons de vivre dans les sociétés occidentales. Ça, là-dessus, je pense que oui, il y a un problème, mais le problème de l'insécurité en France, je pense que l'immigration... à une partie oui, parce que on récolte quand même des individus qui n'ont pas inventé l'eau chaude et qui parfois se comportent de façon assez, j'ai pas envie de dire primitive pour être insultant, mais presque. Je pense que vous comprenez un petit peu le sens de mon propos, mais c'est plus la conséquence d'un problème social, c'est-à-dire d'un échec social, d'un échec d'assimilation dans la société française, qui fait qu'aujourd'hui, la délinquance, la violence, l'insécurité touchent essentiellement des individus qui, en effet, sont issus de l'immigration. Alors, comme en France, il n'y a pas de statistiques tenues par l'ethnicité ou par l'origine, on ne peut que se fier sur l'expérience des professionnels, que ce soit la police, que ce soit les personnels pénitentiaires, que ce soit même aussi les personnels de psychiatrie, hein, parce que même dans les hôpitaux psychiatriques, il y a un certain nombre d'individus qui sont issus de l'immigration et qui aussi sont aussi des symptômes, on va dire, de ces problèmes liés aux origines, mais aux origines parfois sur 2-3 générations, mais là pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo concernant l'insécurité et l'augmentation de l'insécurité. Je rappelle encore une fois que oui, il y a des secteurs de la délinquance aujourd'hui où il y a des augmentations, mais globalement on n'est pas dans une explosion de la violence, c'est tout simplement le fait, c'est que s'il y a encore 5-6 ans,
les gens ne s'intéressaient pas trop à ce qui se passait dans les faits divers, et puis il n'y avait pas autant de sites, il n'y avait pas autant de gens sur les réseaux sociaux pour relater les faits, pour étaler en fait la fréquence d'actes de délinquance. En revanche, ce qui joue et qui a énormément d'impact aujourd'hui dans l'inconscient collectif, c'est évidemment la violence, mais la violence barbare, la violence très sauvage. C'est-à-dire que, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est que s'il y a encore 10 ans, on essayait de voler quelqu'un, mais si ça ne marchait pas, on n'essayait pas de l'agresser physiquement au point de peut-être prendre le risque de le tuer. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on est confronté à ce genre d'individu qui est capable de tuer pour un collier, pour une bague, pour 20 € dans un portefeuille. On en est là aujourd'hui. Et c'est justement, ça rejoint l'ensauvagement, ce fameux terme d'ensauvagement que beaucoup de politiciens, et surtout au niveau de l'État, et certains idéologues de gauche, etc., ne veulent pas entendre parler, parce qu'évidemment, pour eux, ça serait la démonstration de l'échec de plusieurs années, voire presque d'une décennie de politique migratoire, de politique d'intégration et de politique de gestion de l'insécurité à tout bout de champ. Sur ce niveau-là, je pense que malheureusement, tout le monde prend déjà conscience, et tout le monde va encore plus prendre conscience de la réalité du problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur lequel je pourrais vous éventuellement réagir? Nadine Morano, je suis favorable aux statistiques ethniques. Les Français ont le droit de savoir quelle est la population qui ensauvage le pays. Je peux parler en connaissance de cause, puisqu'aux États-Unis, l'ethnicité fait partie intégrante des statistiques. Vous pouvez regarder dans les plupart des sites américains de statistiques en matière de démographie, en matière sociale, en matière économique, en matière de santé, etc. Vous avez de la statistique ethnique. Mais généralement, c'est de la statistique ethnique et non pas d'origine. C'est-à-dire que même si certains vont un peu plus loin sur les origines nationales des individus, en règle générale, on fait une classification purement, très simplement, les blancs, mais dans blanc, des fois, on fait le distinguo entre blanc et non blanc. Lorsqu'on met non blanc, c'est non hispanique ou autre. Les Afro-Américains, évidemment. Ensuite, les hispaniques. Et ensuite, vous avez les natifs, oui, les Indiens d'Amérique, comme on pourrait plus vulgairement les appeler. Et étonnamment, la proportion d'Asiatiques. Alors, Asiatiques, ça inclut tout. Hein, ça inclut à la fois les gens qui viennent Japon, Thaïlande, Chine, Corée, Vietnam, Cambodge, etc. Et ainsi que les Indes, les Indiens, les Pakistanais, Azerbaïdjan, etc., etc. Donc c'est Asie, on ne fait pas trop le distinguo en fait de l'Asie Est, Asie Sud-Est et Asie centrale. Hein. Là-dessus, on ne fait pas vraiment la différence, on fait plutôt de la globalité d'origine continentale, on va dire. Après, vous avez des statistiques qui, en effet, des fois font la différence par rapport à des nationalités, par exemple les Afro-Américains. Au bout d'un moment, on fait la différence entre les Afro-Américains descendants d'esclaves ou les Afro-Américains issus de l'immigration type Caraïbes, Haïti, Martinique, Antilles ou pays africains, etc. Donc, alors, est-ce qu'on peut le faire en France? Je pense que non. Parce que le problème, ça ne résoudra pas le problème. Ça n'apportera rien. Au contraire, je pense qu'il faut conserver ce principe d'égalité, c'est-à-dire de ne pas considérer les gens par leurs origines, leur couleur de peau, ou leurs origines nationales, leurs origines ethniques, voire leurs origines religieuses. Je pense que fondamentalement, la République, elle est basée sur l'unité, c'est-à-dire l'indivisibilité des gens, qu'ils soient citoyens français ou étrangers, face à la loi, face à l'État, face à la nation. Donc ça, là-dessus, moi, je ne suis pas du tout d'accord sur ce point-là. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas développer des outils qui permettent d'éclairer pour justement mieux cerner des problèmes spécifiques? Pourquoi pas? Je veux dire,
même si on peut déjà avoir une idée par un certain nombre de secteurs et un certain nombre de phénomènes sur les origines ethniques par rapport aux catégories, mais l'officialiser de façon générale, non, pas franchement. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous pensez que ça serait peut-être utile, hein, je veux dire, vous avez le droit de le penser, mais en ce qui me concerne, non, je pense que c'est pas forcément très utile. Manifestation contre l'insécurité dans les rues de Nîmes. Des femmes agressées sexuellement, effrayées par la racaille pour elles et leurs enfants manifestant dans les rues de la ville. Oui, alors Nîmes, on a eu Bordeaux, il y a eu Toulouse, je ne sais plus quelle autre ville, Nantes aussi je crois. Enfin voilà, c'est-à-dire que là encore, ça rejoint le problème. C'est que pendant des années et des années, beaucoup de gens n'étaient pas conscients de cette insécurité ou on préférait fermer les yeux. Alors fermer les yeux en effet à cause de l'idéologie, c'est-à-dire que quand vous voyez une bande de rebeux en train d'agresser un type dans la rue, parce que c'est des rebeux, donc alors déjà le mot arabe est déjà interdit à utiliser, et puis même quand vous servez de témoin et que vous faites un témoin pour un procès verbal, admettez que vous avez du mal à dire à un moment donné profil arabe ou profil maghrébin. Vous avez des gens qui ont le teint un peu allé ou teint un petit peu bronzé, trucs comme ça, même les noirs africains. On a beaucoup de mal aujourd'hui en France à dire noir africain. C'est limite le mot est presque c'est presque insultant. Hein. Aujourd'hui, utiliser le terme noir africain, c'est comme utiliser le terme youpin pour des juifs. Vous voyez, on en est là, on en est réduit à ce niveau-là. Donc voilà, aujourd'hui, commencent les gens à se dire non, là, c'est trop. Là, maintenant, on va commencer à dire non. Et donc, il y a un phénomène de foule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une personne qui est 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes qui commencent à être toutes d'accord en disant oui, non, ça suffit. Là, il y a un effet de groupe, il y a un effet collectif, et cet effet collectif, il va prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont dire non, stop, là, ça suffit. Soit on agit légalement avec l'autorité, avec l'État, avec les régions, avec les municipalités, etc. Ou alors ça va mal finir. Voilà, en gros, même si des gens ne veulent pas en venir là, hein, mais malheureusement, si rien n'est fait, si on continue à laisser pourrir la situation, ça va arriver qu'un jour, il y a des gens qui n'iront pas dans la rue, hein, mais ils iront peut-être dans la rue à d'autres moments et à d'autres instants pour faire autrement et résoudre autrement les choses. Et ça, malheureusement, c'est le risque qui risque d'y avoir. D'ailleurs, petite anecdote concernant l'information, vous avez eu cette personne qui a été agressée au couteau, je crois, dans la gare du Nord ou un truc comme ça. Alors c'était très marrant parce que très tôt, il y a beaucoup de médias qui ont très très rapidement, alors là ça a été direct, ils ont tout de suite dit que la victime était un demandeur d'asile et que l'agresseur était, semble-t-il, quelqu'un d'origine européenne. Donc là, par contre, en règle générale, quand c'est l'inverse, on ne le dit pas tout de suite. Hein, généralement, l'information, on l'a peut-être 24 heures après. Là, tout de suite, ça a été dit, oui, la victime, c'est un demandeur d'asile et l'agresseur est de type européen. Type européen, sous-entendu blanc. Hein, donc, vous avez quand même des gens sur les réseaux sociaux qui ont trouvé le moyen quand même de dire que de faire l'assimilation avec les autres phénomènes, les autres agressions qui avaient eu lieu, où là étaient en cause des agresseurs d'origine étrangère, etc. Ils n'ont même pas fait gaffe que là, c'était tout le contraire. Donc voilà, encore une fois de plus, il y a une récupération, en effet. Mais là, c'est une récupération très maladroite, très malhabile. Mais en règle générale, c'est bien de rectifier le tir. Poliment, mais de rectifier le tir quand même, pour une fois qu'on a l'occasion de le faire. Mais encore une fois de plus, là, on est bien en phase de phénomène idéologique, c'est-à-dire que là, quand il s'agit d'une victime d'origine étrangère, là, tout de suite, on annonce le tableau. Hein. C'est limite, ils ne vont pas donner les noms, par exemple. Hein, mais quand c'est l'inverse, là, c'est déjà plus compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information intéressante ce jour à lire sur Twitter non, enfin, trop, oui, non. Celle-là, 2030, non. C'est pas trop intéressant à développer. Voilà, on est une pub TikTok. Hein. Dans TikTok, on ne sait pas où ce que ça en est pour l'instant. L'humanité se définit parce que l'homme et la femme savent qu'ils vont mourir. Robert Badinter à propos du Covid-19. Oui, c'est...
Bon, c'est facile, hein, c'est comme quand on dit oui, de toute façon on meurt tous un jour. Ben oui, on meurt tous un jour, mais le problème, ce qui est bien, c'est de mourir le plus tard possible et pas mourir prématurément à cause de sa propre connerie ou de la connerie des autres. Ça aussi, c'est pas mal aussi à rappeler. Ça évitera des fois des propos un petit peu faciles. C'est la commande publique qui ruisselle, pas les subventions qui sont captées par les bénéficiaires en haut de la chaîne. Pour aider les entreprises dans la crise, l'État doit renouveler ses flottes, avions militaires, véhicules de police et ses infrastructures. Là encore, on en revient toujours au même problème, c'est il faut de l'argent, il faut des moyens pour améliorer ça, pour améliorer ça, etc. Sauf que le problème, c'est que tout le monde veut des moyens. C'est-à-dire même des gens qui ont des activités qui ne servent à rien, qui ne sont pas prioritaires, veulent de l'argent. Hein, dans une crise sanitaire ou dans une crise économique, vous avez par exemple des producteurs de cinéma qui vont aller pleurer parce qu'ils n'arrivent pas à faire leurs chiffres et qui veulent de l'argent de l'État parce qu'il faut les aider, parce que c'est l'exception culturelle. Excusez-moi du peu, pourtant je suis un cinéphile. Vous voyez, hein, j'ai des affiches partout, je suis un professionnel du cinéma, etc. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être réaliste, c'est que le cinéma n'est pas une priorité. Quand il y a une crise sanitaire, quand il y a une crise sécuritaire, donc la priorité, c'est d'abord ça, hein, le social, avant satisfaire les copains, hein, surtout dans le cinéma français, où ça aime bien s'arroser un petit peu. Enfin, de toute façon, je ne vais pas revenir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai déjà expliqué le problème. Stanford, Californie, une police chase turns into the standoff. Oui, ben ça, vous savez, des courses-poursuites aux États-Unis, il y en a tous les jours, plus particulièrement dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes. Ça, c'est une tradition, c'est pas exceptionnel. Hein, je pense que là-dessus, soyons bien clairs. Hein, sauf qu'évidemment, c'est un peu plus d'ampleur en général quand c'est des Afro-Américains. Mais encore une fois de plus, oui, la Californie, c'est les deuxième, troisième et quatrième plus grands feux de toute l'histoire des États-Unis et de la Californie, pardon. C'est vrai que là, la Californie n'est pas aidée, puisque les températures aujourd'hui atteignaient les 100, 110 Fahrenheit, donc c'est à peu près entre 37 et 40 degrés, avec en plus un vent de nord. Alors, le vent, vous savez que les vents, en général, quand c'est des vents forts, c'est pas propice, on va dire, pour essayer de lutter contre les incendies. Donc là, encore une fois de plus, la Californie est en train de brûler dans certains endroits. Alors je rassure, hein, c'est pas tout l'État de Californie qui brûle. Hein, l'État de Californie, c'est quand même un des grands États, mais c'est quand même un gros souci parce que on est obligé d'évacuer pas mal de gens. Et d'ailleurs, il y a un incendie qui a été détecté, qui a obligé à évacuer, je crois, 3000 personnes. Et ils se sont rendus compte que l'incendie avait été provoqué par une partie de révélation de gender, et c'est une machine à fumer en fait qui a eu un problème et qui a malheureusement provoqué l'incendie. Alors surtout dans des endroits comme ça, où quand vous faites des parties à l'extérieur, vous savez que vous êtes dans un état où il fait très chaud, où le temps est très sec, où toute la végétation autour est sec, etc. Les mecs ils trouvent le moyen quand même de faire des feux d'artifice par exemple. Vous voyez la débilité des gens, quoi. Alors surtout en plus là, c'était bon. Je ne vais pas faire de misogynie sur les genders, mais enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de penser à son propre plaisir, faire des parties, etc., que prendre le risque que ça finisse très très mal. Oui, un d'entre vous m'a parlé de la Californie, de faire une vidéo sur la Californie. J'y pense, j'y travaille, il n'y a pas de souci. Je vous ferai ça, peut-être pas tout de suite, mais dans les plus brefs délais, dans la mesure où il me faut quand même collecter un certain nombre de données et d'informations pour être le plus précis possible. Même si, encore une fois, hein, je fais des vidéos en temps réel, en plan séquence, en ne faisant travailler que ma mémoire. Donc de temps en temps, excusez-moi si je fais des coquilles, comme j'ai fait avec Rochester. Je suis vraiment désolé, Rochester, je croyais que c'était le Rochester du Wisconsin, et en fait c'était le Rochester de New York, parce que c'est ça le problème, hein, c'est que moi si par exemple je dis que j'habite à Dallas, si je précise pas que c'est pas Dallas en Californie, en Texas pardon, quoi qu'il existe aussi un Dallas en Californie, mais c'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, quand on donne une ville aux États-Unis, et vous regarderez d'ailleurs sur les films, les séries, quand il y a des personnages qui disent tu viens d'où, etc., ils donnent le nom de la ville et ils donnent l'État aussi en même temps, parce que il y a des fois des noms de villes qu'on retrouve partout. Par exemple, vous avez la capitale de je ne sais plus quel État. Voilà, encore une fois de plus, vous voyez, un trou de mémoire.
peut-être que certains d'entre vous, ça sera un jeu, le jeu de cette vidéo, de me donner le nom de l'État dont la capitale s'appelle Montpellier. Eh oui, ce qui est assez, mais ce qui est logique, hein, mais voilà, c'est assez courant d'ailleurs d'avoir des fois des villes, des noms de villes qui sont des noms parfois très français, tout simplement parce qu'en effet c'est des villes qui ont été fondées à l'époque où ces territoires faisaient partie des colonies françaises, de la fameuse Louisiane, hein, cette ville gigantesque, mais qu'un certain Napoléon, pour trouver des fonds, a vendu aux Américains en 1803. Hein, donc, merci Napoléon. S'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'on aurait pu réussir à développer, s'il n'avait pas fait les guerres qu'il a fait, quoique c'est pas critique, hein, mais vous voyez comme quoi l'histoire dépend de peu de choses finalement. C'est que si Napoléon n'avait pas eu besoin d'avoir des finances pour faire ses guerres et peut-être développer sa guerre contre l'Angleterre sur le territoire américain, peut-être que nous aurions notre part de territoire sur le territoire nord-américain en tant que territoire français. Quoi d'autre? Bon, allez, va vite fait passer parce que sinon on va encore faire une vidéo qui va faire 2 heures. Hein, c'est juste histoire de voir un petit peu l'actualité du moment. Mais pour l'instant, étant donné que je fais une vidéo quand même, il est pratiquement 6 heures, je crois. Il est 7 heures, oui, donc avec le décalage, là les informations françaises se font un petit peu plus rares. Les rassemblements de plus de 6 personnes seront interdits au Royaume-Uni dès lundi, à l'intérieur même comme à l'extérieur, dans les logements privés hors ménage plus 6 personnes, dans les pubs et les restaurants, exception écoles et lieux de travail. Voilà, il resserre un petit peu la vis en Grande-Bretagne, hein, ils ont quand même les miquettes, enfin là c'est pareil, ça devient ridicule. Comme un air de déjà vu ce soir au Stade de France, oui, c'est du football, désolé pour les footeux, hein, je suis pas très footeux personnellement. Donc voilà, c'était un petit peu les actus du jour, donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des choses très exceptionnelles. Et je vais terminer cette vidéo en vous parlant de ce qui se passe aux États-Unis concernant les universités. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, la rentrée des classes a eu lieu à la mi-août, hein, ils rentrent beaucoup plus tôt qu'en France, ainsi que les universités qui ont commencé à ouvrir à partir de fin août. Et vous savez que, je l'en ai déjà parlé, les universités aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont en fait privées. C'est-à-dire que les étudiants payent des années d'études et en échange, ils ont en effet des cours, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ils ont des campus, ils ont des activités, ils ont des tas de structures bien plus développées que ce qu'on peut trouver dans les universités françaises en général. Il y a même des fois des équipes, ou la fameuse ligue de football des collèges, hein, donc ils ont même leur compétition nationale de football américain. Donc vraiment, c'est vraiment des grosses structures, etc., mais voilà, qui coûtent de l'argent et qui fait que les études aux États-Unis sont très très chères, surtout si vous allez dans des universités qui ont une certaine réputation, comme Yale, Harvard, je ne sais plus quelle est l'autre très connue, bon bref, peu importe. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, les universités, pour pouvoir toucher, faire leurs chiffres, hein, il faut que les étudiants reviennent. Donc les étudiants sont revenus. Sauf que, malheureusement, les clusters se sont développés, les positifs, c'est-à-dire qu'ils ont testé les étudiants selon des procédures, ont commencé à monter, si bien vous avez des universités qui finalement, ils ont dit, non, là, on ne va pas pouvoir gérer financièrement les quarantaines, donc on renvoie les gamins chez eux. Sauf que renvoyer ces gamins chez eux et puis faire des cours virtuels par Internet, ça va peut-être pas justifier le gamin de payer 15, 20 ou 25 ou 30 000 dollars l'année. Parce que là, le gamin, il n'est pas dans le campus, il ne bénéficie pas des infrastructures, etc. Donc, sans parler des économies locales, parce que c'est des campus, c'est quasiment des petites villes. Hein. Donc, vous avez plein de commerces, des restaurants, des petites supérettes d'alimentation, vous avez plein de structures économiques dans ces campus qui aujourd'hui sont dans le trou, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'étudiants. Avec en plus les restrictions sanitaires. Donc voilà, vous imaginez un peu le bordel. Et le bordel s'accentue parce que les universités, comme elles ne veulent pas assumer financièrement la gestion de quarantaine de leurs étudiants, eh bien renvoient les étudiants
chez eux. Vous avez des universités qui déjà ont fermé des sections, les sections première année et deuxième année, ils ont dit non stop, on ferme ces sections-là, tout le monde rentre chez eux. Parce que, évidemment, économiquement, ces universités, elles ne vont pas faire le taf. Ça va aussi impacter énormément, évidemment, toute l'économie sportive. Comme je vous l'ai dit, ce sont les universités. Hein. Je rappelle, on appelle ça aussi des collèges aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec les collèges en France. C'est une économie énorme. C'est au même titre que toutes les économies liées aux compétitions sportives nationales. Comme je viens de vous le dire, il y a la ligue de football américain de collège, qui est une compétition, je crois que c'est la deuxième ou troisième compétition la plus lucrative aux États-Unis. Donc, alors là, si la saison, alors déjà la saison précédente aurait pu être sauvée parce qu'ils ont quand même fait les finales au mois de février, là, les débuts de saison qui devaient recommencer, je crois, fin juillet, début mi-août, avec certaines universités, là, ils sont dans le trou, quoi. Donc là, les universités américaines, alors qu'elles subissaient un peu aussi le contre-coup économique, et puis aussi les problèmes idéologiques. Hein. Vous savez, les associations de gauche politisées sont aussi un fléau dans les universités américaines. Et là, elles sont quasiment dans le trou et ça va avoir des conséquences énormes. Moi, je sais par exemple en Caroline du Nord, l'université avec l'UNCU, NCU, c'est North Carolina University, ils ont plusieurs entités, plusieurs unités dans l'État, et bien certaines unités qui ont été définitivement fermées. C'est-à-dire qu'ils ont complètement refermé toutes les unités, enfin pas toutes les unités, mais toutes les sessions dans certaines unités, et ils ont envoyé les élèves chez eux. J'ai un ami dont le fils était parti dans une université privée, je ne sais plus dans quel nom, pareil, il a été rechercher son gamin parce que voilà, l'université fermée. Donc voilà encore de la conséquence économique qui risque d'être assez catastrophique dans les semaines à venir. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, mais voilà, histoire de vous tenir un petit peu au courant sur certaines informations de ce jour, que nous sommes le mardi 7 août, je crois, 8 août déjà, mon Dieu, non, 8 septembre, pardon, pour ce mardi 8 septembre. Je suis un petit peu décalé parce qu'hier c'était la journée du travail, c'est l'équivalent du 1er mai qu'on a en France, mais sauf que ça a lieu au mois de septembre aux États-Unis. Voilà, prochaine vidéo, j'espère que d'ici là, portez-vous bien, le masque, ne vous énervez pas trop, restez calme, concentrez sur ce qui se passe, et puis on se retrouve très prochainement. À bientôt.